pense que beaucoup de gens le connaissent déjà un petit peu. Moi, je vais juste, parce qu'il y a des gens qui, des fois, n'ont pas le temps de rester pour la rencontre, vous annoncer les prochains rendez-vous. C'est facile à retenir, c'est les 12 et 12 avec le mois de février, il y a des semaines qui se ressemblent. Et donc, ce sera le 12 février, The Thing de John Carpenter. Je n'ai pas encore l'invité qui accompagnera cette séance. Et le 12 mars, un film un peu qui tranche dans toute la programmation qu'on a fait pour le moment. Une collaboration unique avec Pedro Almodóvar pour Attachement. Voilà. Juste, je suis obligé de remercier la personne sans qui ce rendez-vous n'aurait pas pu se faire, qui est quelqu'un que je connais depuis des années, qui est le monteur de Dominique sur ses deux derniers films, Sol et Bête et La Nuit du Loup, c'est Laurent Rouen qui est dans la salle. Je le remercie, c'est lui qui m'a donné son contact, et Dominique a très rapidement accédé. Je connais, comme vous, le cinéma de Dominique, et moi, ça m'étonne la moitié qu'il soit présent aujourd'hui. Les autres personnes et les gens vraiment importants sur cette séance, je vous parle très souvent du Festival de La Rochelle, qui m'a vraiment épaulé sur la communication de cette séance, qui m'a laissé une affiche du festival. Si ça vous intéresse, si vous êtes fan d'Alain Delon, il y a une très belle affiche qui est là, qui a été créée pour les 5 ans du festival. L'année dernière, il y a une très très belle réunion de plus de 20 films. Moi, c'est là que j'ai revu Le Clan des Siciliens. L'année dernière, il y a 2 films que j'ai vus 2 fois. Il y aura plein de hasards. C'est Le Clan des Siciliens et La Nuit du 12. Pour vous dire à quel point ces films me parlent. Et les autres personnes à remercier, c'est un jeune homme qui est collectionneur d'affiches, qui m'a prêté la très très belle affiche qu'on vous sortirez, que j'ai fait un œil sur l'affiche du Clan des Siciliens qui est rentrée dans le hall, qui est un modèle très rare. Voilà. On essaie de communiquer, de faire du mieux pour que cette séance soit une séance exceptionnelle. Je remercie aussi toute l'équipe Max Linder qui m'accompagne depuis maintenant 15 séances et qui crée ce moment chaleureux qui commence autour du bar, qui va se finir en bouche à sang tout à l'heure parce que le Max Linder, c'est une salle qui a une programmation et un table qui commencera normalement à 13h30. Donc on a très peu de temps et en tout cas on essaiera d'échanger avec Dominique. Et donc je vais juste le remercier chaleureusement, vous dire aussi pour ceux qui partent vite, si vous n'avez pas vu La Nuit du 12, c'est une honte, c'est grave. Le film à l'affiche depuis le mois de juillet. Il va revenir à l'affiche pour le Festival Télérama. Dominique, si vous voulez le revoir et entendre parler de son film, il va aussi l'accompagner au UBS de Montreuil. Donc écoutez bien la bonne séance, le bon horaire, c'est dans 8 jours à Montreuil. Et voilà, je vais juste poser une question. On rentre en matière, vous allez voir, Le Clan des Siciliens, pendant 2 heures, ça n'arrête pas. Les films de 69. Non, quand je t'ai appelé, j'ai demandé à quel film tu as envie de voir, comment ça te parlait pour toi, Morricone, le cinéma, et je suis allé dans toute la filmographie. Et au tout début, tu étais parti sur des pistes complètement différentes. C'est vrai. Et pourquoi celui-là? En fait, je crois que c'est un peu de ta faute parce que tu m'as dit que ce serait bien qu'il y ait aussi un film français. Enfin, je ne sais pas si sur la vidéo, c'était pas encore acté. Et du coup, ça m'a dit oui, c'est vrai. Et voilà. Et j'ai rebalayé toute la filmographie absolument délirante d'Ennio Morricone, c'est 500 films à peu près. Et Le Clan des Siciliens, je l'avais vu il y a très très longtemps, mais j'en gardais un souvenir plutôt vague. Et quand je l'ai revu, j'étais vraiment ébloui. Enfin, il y a des... au risque de froisser certaines personnes, enfin, Verneuil ne fait pas partie de mon panthéon des réalisateurs, mais il y a des films comme ça où il y a une alchimie et où tout fonctionne. Quoi. Et là, il y a... Pardon ? Comme le tien, 50 ans plus loin. Peut-être, mais en tout cas, là, oui, enfin, entre le casting, le travail sur les décors, sur la lumière, la musique, enfin, qui est incroyable. Et surtout, pour moi, c'est un film très, très melvillien. Enfin, s'il était signé Melville, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Il y a des scènes qui font vraiment penser à Melville, enfin, l'évasion de long, les préparations comme ça très minutieuses, les casses, enfin, il y a quelque chose comme ça d'attention aux détails. Et puis, quand j'ai revu le film, il y a une scène, enfin, je ne vais pas la dévoiler, mais qui est absolument
surréaliste, c'est la scène où un gueulon pêche une murène. Vous allez voir, c'est très très étonnant. Qui est au milieu du film comme ça, qui est dingue. Voilà, mais bon, on échangera tout à l'heure, donc je me tais. Et... Pendant que j'y pense, il y a des personnes qui me tiennent à cœur qui sont dans la salle. C'est Étienne Hervé, qui a lâché presse, qui s'était occupé de la sortie du documentaire de Giuseppe Carnatori qui s'appelle Ennio, que vous avez tous vu, vous avez fait offrir pour Noël en DVD ou Blu-ray. Donc je le salue. Il y a aussi Vincent Perrault, qui était notre invité il y a pile un an. Donc Vincent, qui est un journaliste et un fou passionné de cinéma, qui tient une matinale sur RTL, qui a annoncé le rendez-vous dans sa matinale la semaine dernière. Et il y a un an pile, il était venu pour un des premiers films français de la carrière de Morricone qu'on avait pu proposer ici, qui était 100 000 apparents de Philippe Perrault. Voilà, je les remercie. Il y a plein d'invités qui reviennent, il y a plein de fidèles qui reviennent, et les nouveaux, je vous remercie beaucoup. C'est vous qui faites le succès de ce rendez-vous. Passez un très bon moment, à tout à l'heure. Et je voulais aussi remercier Marc pour cette proposition. C'est vrai que c'est un plaisir particulier de présenter des films autres que les siens et de les faire éventuellement découvrir ou redécouvrir. C'est vraiment un vrai plaisir. Donc voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui sont venus. Bravo. Dominique va me rejoindre et puis les micros vont pas tarder. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire aussi une chose importante. J'ai oublié de saluer Nicolas Boukrieff qui est dans la salle, qui était venu l'année dernière pour m'accompagner autour de l'exorcisme et 2. Donc je le salue. Et j'en profite aussi parce que... Ouais, je sais, mais mon micro va arriver. Je fais au mieux, pardon. Juste aussi, je fais une parenthèse parce qu'on est là... je pense, autour de Morricone, mais surtout du beau cinéma qu'on aime et de réalisateurs et d'acteurs. J'ai pas de micro, en fait, je sais pas si je vais... Ah, voilà, il m'a vu. Et je fais une petite parenthèse sur un autre invité, quelqu'un qui est passionné de musique de film, qui est Thierry Jousse, qui est déjà venu 2 fois pour ce rendez-vous-là. Il a un ciné-club au Nouvel Odéon. Le hasard fait que, il vient de lancer la semaine dernière un cycle autour d'Alain Delon avec 4 films. Alain Delon que je vénère comme vous tous ici et qu'on a revu avec plaisir. Et la semaine dernière, c'était l'Éclipse. Aujourd'hui, donc c'est au Nouvel Odéon, c'est à 16h. C'est L'Insoumis d'Alain Cavalier. Il y aura le professeur de Zurlini et pour finir, Monsieur Klein de Joseph Lozlet. Donc voilà, juste pour vous dire que voilà, il n'y a pas que le Max Linder et qu'on aime tous le cinéma. Donc je vous invite aussi à suivre ce rendez-vous-là. Alors j'ai mon projectionniste qui va m'amener les micros, je suis désolé. Je parle un petit peu fort et j'essaie de continuer. On va avoir un petit quart d'heure pour discuter. Une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans les détails du film, mais moi c'est vrai que je trouve que tu étais vraiment la bonne personne. C'est plein de hasard. Mais il se trouve que Dominique, cette semaine, vient de recevoir le prix Jacques Deray pour son film La Nuit du 12. Je ne retirerai jamais plus bien, je pense, de La Nuit du 12. Alors, j'ai une question grave. Qui n'avait jamais vu Le Clan des Siciliens ici? Incroyable. Qui n'a jamais vu La Nuit du 12? Je vais le voir. Et bien, il y en a plus qui avaient vu La Nuit du 12. Au milieu. Donc, voilà, c'est encore dans quelques jours à la nouvelle affiche. Non, je rebondis là-dessus parce qu'évidemment, le prix Jacques Deray et puis le nom de Deray ont été très souvent associés. Mais c'est vrai que quand moi je découvre le film, et ce qui reste, c'est quand tous les ans, les cinéphiles s'amusent à faire leur film préféré, etc. Moi, je suis sorti d'un film, oui, j'ose dire parfait, c'est-à-dire que, comme ici, tout commence par une histoire. C'est ce que disait aussi beaucoup Verneuil. Là, c'est une première fois aussi dans l'histoire du cinéma où les 3 grandes stars étaient réunies autour d'un film. Il y a un grand réalisateur qui est Verneuil. Tout à l'heure, tu mettais des bémols sur la place de Verneuil dans ton panthéon. C'est vrai qu'on a revu le Fleur sur la vie il y a un mois. Là, on redécouvre aussi Paris, enfin toute une époque, tout ça. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une carrière très longue. Moi, la carrière est beaucoup plus courte, mais je trouve qu'il y a une vraie cohérence et une vraie force aussi dans le film, la façon d'approcher le cinéma. Et il y a un vrai rapprochement, et j'ai envie de commencer là-dessus, parce que les gens qui connaissent aussi beaucoup pour qu'on
second métrage qui a arrivé, un ami qui vous connaît bien, qui était une première fois pour ton producteur Michel Saint-Jean, qui était un très gros succès. Le Clan des Siciliens était la toute première production d'un producteur qui s'appelle Jacques Alexpros, et qui a été un très grand succès, qui a été un film aussi difficile à monter. Souvent, des films aussi, il y a un grand compagnonnage aussi entre toi et ton scénariste Gilles Marchand. Et c'est vrai que je pense que tout part de l'histoire ici, c'est magnifique, ces morceaux de bravoure, comment tout ça devient simple quand on découvre comme spectateur, mais il y a un vrai travail de fond et au long cours pour le réalisateur. Je voulais juste avoir ton sentiment déjà en revoyant le film, et puis comment toi, alors c'est vrai que tes deux derniers films sont du côté policier, on n'est pas dans la même dynamique, hein, mais il y a cette façon de s'immerger quand même dans un univers, et la nuit du doute, pour le coup, on est vraiment du côté beaucoup des policiers. Oui. Enfin, c'est vrai que ce qui me frappe en revoyant le Clan des Siciliens, c'est à quel point la narration est bien menée, que ça avance tout le temps, les ellipses, enfin et qu'en même temps, il se permet de prendre beaucoup de temps sur certaines scènes. Enfin, je parlais tout à l'heure de l'évasion de Delon, enfin, qui effectivement rappelle beaucoup le cinéma de Melville, mais même une scène comme, voilà, ils vont à la Villa Borghese, Gabin et son collègue new-yorkais, ils y passent 10 minutes, tout ça pour dire bah non, finalement on va pas faire ça, et puis voilà, tout ce temps qu'il prend sur comment organiser l'enlèvement de l'avion, etc. Voilà, il n'y a pas de temps mort, quoi. Ça, et le fait aussi, voilà, de passer d'avoir ces trois personnages, et donc de basculer de Ventura à Delon, à Gabin. C'est les trois à l'écran, en fait. Non, c'est une séquence, c'est unique, qui est très belle, justement, de l'homme caché dans la voiture qui s'enfuit, et le premier... C'est ça, oui. Et puis, et aussi, ce que je trouve super, c'est que c'est vraiment le film d'une époque, de 69, et tout le travail qu'a fait Jacques Saulnier, le chef décorateur, est vraiment génial. Enfin, c'est la seule couleur vraiment vive, c'est le orange qui revient tout le temps, que ce soit dans le drugstore où travaille la sœur, dans l'appartement où est planqué Delon, mais même déjà au début, quand la fourgonnette quitte le palais le quai des Orfèvres, le palais de justice, t'as une personne qui passe avec un manteau orange, et tout le temps, c'est vraiment, et tout le reste, c'est des gris, des bleus, ou alors quand c'est des couleurs vertes ou jaunes, elles sont très éteintes, quoi. Et il y a ce travail-là, et puis aussi le travail sur l'image, sur la lumière, la mise en scène est très sèche, très au cordeau, comme ça, il n'y a pas de... oui, c'est relativement simple, finalement, comme mise en scène, et d'ailleurs le chef opérateur c'est Henri Desquet, je ne sais jamais comment on prononce, mais qui a fait beaucoup de films de Melville aussi, et aussi par exemple Orly, tous ces décors des années 60, même à la fin quand il y a le duel final avec ces barres d'immeubles qui se construisent en arrière-plan, c'est vraiment un film un portrait d'une époque, quoi, avec beaucoup d'extérieur. Et aussi, ce qui m'a frappé, tout à coup, c'est ces plans là quand l'avion survole New York, où évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser au 11 septembre. Voilà, il y a plein de je trouve le film vraiment très riche, et voilà, et qui fonctionne pas sur des morceaux de dialogue comme ça, avec des mots d'auteur, comme ça peut être le cas parfois avec des dialogues de Michel Audiard. Là, ça sert vraiment qu'à la narration, c'est pas pour faire des bons mots, même si les dialogues où elle dit j'ai jamais vu quelqu'un pêcher comme ça, et Delon qui répond alors vous n'avez rien vu. Je trouve ça absolument jubilatoire. Non, mais il y a plein de moments, et puis c'est Giovanni aussi qui était... Oui, bien sûr. C'était l'adaptation d'un roman
Auguste Breton. Non, pour revenir aussi à d'autres points communs, j'en trouve, mais bon, c'est facile, hein, mais c'est vrai qu'on est dans un univers policier, de gangster, très masculin, comme son dernier film, où il y a très peu de personnages féminins, mais comme dans mon dernier film, elles ont un moment très fort, c'est-à-dire que l'action avance avec elles, même si on est au milieu de policiers. Et non, je voulais aussi peut-être te faire parler, comme on est autour d'un ciné-club des Morricone, de musique, de film, c'est-à-dire toi dans ton processus, comment ça, je ne sais pas si Laurent, ton auteur encore là, comment ça se nourrit, est-ce que déjà au moment où tu commences un tournage, tu as en tête le compositeur ou des choses comme ça, c'est marrant spontanément tu parles de décor et d'image. Sur la musique, oui, idéalement, par exemple sur la nuit du 12, j'avais envie de travailler avec Olivier Marguerite, dont j'avais repéré le travail dans les superbes films de Arthur Harari. Ceux qui n'ont pas vu, c'est Guerre Noire et Lola. Oui, c'est ça. Et en fait, je lui ai demandé, enfin on a convenu même qu'il ferait des premières propositions de musique sur lecture du scénario. Parce que quand on sort de ton film, le climat est très particulier, je trouve, pardon. Et le climat musical aussi, l'ambiance musicale est très très soignée. Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai que j'y attache beaucoup d'importance. Et moi j'ai l'impression que, alors je ne sais pas du tout comment travaillait Morricone, mais qu'un compositeur, quand il travaille avant d'avoir les images, que finalement il est plus libre et que voilà, alors on avait défini des choses, on avait dit voilà, on ne peut pas rajouter dans le glauque ou dans le noir ou dans la surdramatisation. Voilà, et donc même avant le tournage, il avait déjà composé un certain nombre de thèmes et en les écoutant, je sentais que c'était juste. Et la plupart des morceaux qu'il a écrits avant, même s'ils ont été un peu retravaillés, adaptés après, sont effectivement dans le film. Et évidemment, ça permet aussi d'avoir déjà des musiques pendant le montage, enfin, ce qui est super, parce que sinon on est obligé, si on a des moments de la musique, d'aller piocher dans des musiques préexistantes, donc on s'y habitue pendant le montage, et après, pour les remplacer, ça devient très compliqué. Et par exemple, alors il y a d'autres tout petits points communs, il me semble, dans ce que j'ai vu dans le film, il y a du son, du travail, de la musique, que aussi dans les morceaux musicaux, il y a des moments de respiration, de souffle, de choses qui riment quand Bastien Bouillon il tourne en vélo, ça revient, il n'y a pas une façon un peu aussi de... Il y a... Enfin, ça ne joue pas dans la musique, il n'a pas joué de ça, ton compositeur? Si, enfin, comme il travaille beaucoup dans la nuit du 12 sur les voix, sur le principe de voix, ça répond d'une part à l'idée des fantômes, mais aussi à l'essoufflement du personnage de Johann Sébastien Bouillon sur le vélodrome. Et donc c'est vrai que quand ces deux... Voilà, parfois il y a effectivement le travail du montage son et le travail musical qui se complètent ou qui se répondent. Et là, notamment pour les fans des amateurs de Morricone, il y a un collaborateur de Morricone qui l'a suivi sur toute sa carrière, qui est un siffleur, qui s'appelle Alessandro Alessandrini, qui participe à la BO de ce film-là. Et on voit très bien donc, les deux thèmes principaux, là, qui sont soit les thèmes lents, folkloriques, qui accompagnent, on va dire, la famille et les gangsters, versus le thème très très rythmé, un peu plus rock. Oui, et puis les deux s'enchevêtrent de temps en temps quand les deux mondes se recroisent. C'est assez beau et subtil. Il y a en effet cette première confrontation avec où là les deux thèmes sont très proches. Enfin, les deux thèmes vont s'incarner l'un et l'autre. On vient découvrir, vient questionner une première fois Gabin. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des remarques ou des questions à poser à Dominique? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, Dominique, une remarque par rapport au dialogue. Parce que, en fait, j'ai vu le film comme beaucoup de gens, plein de fois. Malheureusement, je l'ai vu qu'à la télé, parce que quand il est sorti, j'avais 16 ans.
je suis terriblement ému. Merci beaucoup à Marc d'avoir amené ce film. Moi, je le dis honnêtement, je préfère ce film-là au Parrain, comme vraiment, parce que c'est mon choix. Et vraiment, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Alors, oui, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que Henri Leguet, Jacques Saulnier, José Giovanni, que j'ai connu, qui était un homme très dur. Fais court, Eric. Ouais, Gabin très dur, Ventura très dur, Delon très dur. Là, c'est un film d'homme. Les dialogues sont extra. Et j'en ai noté un ou deux qui sont super. Quand Lino Ventura, d'abord Daniel Vol, la sœur d'Alain Delon dans le film, et qui la prévient, et elle lui dit, mais d'habitude, vous nous surveillez sans nous prévenir. Et là, quand Lino la regarde et lui dit comme ça, et là, je varie, là, je vous surveille en vous prévenant. Et le gamin, évidemment, avec le ballon, on se dit qu'il va se passer. La télévision qui est allumée, le couple dans l'eau, c'est extraordinaire. Le gamin qui dit, mais c'est Tata Jeanne avec M. Sarkozy. C'est excellent, vraiment, tous les dialogues sont grands. Et puis le fait que Lino Ventura a arrêté de fumer, alors ça y est, Sarté arrive dans l'avion avec les bijoux, donnez-moi du feu, c'est énorme. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez d'autres questions, d'autres remarques, peut-être? J'ai l'impression que le film avait été tourné en noir et blanc et puis colorisé après. Non, c'est la couleur de chaque couleur. Non, écoutez... C'était quel âge maintenant? Pardon. Il est de 69. Il date de 69, et c'est marrant, hier, je revoyais à la maison avec ma fille, je faisais découvrir Bullitt de Peter Yates, exactement dans la même époque. Et c'est vrai que... Alors, il y a eu plusieurs films entre Morricone et Verneuil. Toi, en dehors de Gilles Marchand, qui t'accompagne vraiment depuis tous tes films. Par contre, au niveau de la musique, tu as... Au niveau de la musique, j'ai travaillé avec plusieurs compositeurs. Surtout mon tout premier film Intimité, il n'y avait pas de musique de film. Sur Harry et Lenny, j'ai travaillé avec un compositeur anglais qui s'appelle David Whittaker, qui est vraiment un compositeur qui travaillait à l'ancienne, avec une orchestration très, très classique et dans un style assez hermanien, disons. Pour Le Moine, comme c'était une coproduction avec l'Espagne, il fallait prendre un compositeur espagnol, donc du coup j'ai travaillé avec Alberto Iglesias qui a fait les musiques de presque tous les Almodovar, qui est aussi sauf Attache-moi, voilà, qui est aussi un formidable compositeur. Après, j'ai à nouveau travaillé avec un compositeur anglais, Adrian Johnston, sur la série Tunnel et après sur Des nouvelles de la planète Mars. Et par contre, pour Seuls les bêtes, c'était une coproduction allemande, donc il fallait prendre un compositeur allemand. Donc voilà, donc c'était Bénédicte Schiffer. Et puis là, pour La Nuit du 12, c'est la première fois que je travaille avec un compositeur français. Et j'étais ravi de cette collaboration. David Whittaker, je n'ai pas pu continuer à travailler avec lui parce qu'il est décédé. Mais sinon, c'est vrai que j'ai changé un peu dû aux circonstances à chaque film. Ouais. Et justement, on n'a pas beaucoup de temps. Juste, est-ce que tu as un projet qui arrive? Enfin, je sais que ça prend toujours un petit peu de temps avec Poésie pour... Oui, ça prend un peu de temps. Donc, non, on est en réflexion, en ébullition, voilà. Mais il n'y a pas encore de projet concret sur les rails. Voilà. Mais ça viendra. Je suis désolé, on est court. Oui, les spectateurs d'Avatar à l'extérieur. On peut se retrouver dans le hall, et puis voilà, il y a quelques exemplaires de DVD de la filmographie de Dominique, si vous voulez récupérer, vous allez déplacer. Merci encore à tous, on se retrouve le 12 février. Je vais vous sortir de ce côté-là pour laisser l'accès rapidement. Voilà. Et 12 février autour de The Scene, John Carpenter, 12 mars, Attache-moi, Pedro Almodovar. Merci à tous encore.